Bonjour, tiers livre, atelier d'été. On lance un troisième cycle de 10 propositions, toujours le même principe, chacun avance à son rythme, prend le temps qu'il veut, la longueur qu'il ou elle veut. Simplement, moi je suis obligé d'aller mon chemin, de rester dans la concentration de comment un truc s'emboîte sur le précédent et amorce le suivant. Les exercices sont aussi prévus, chacun pour toucher une petite parcelle extrêmement limitée, susceptible d'être rédigé en 20 minutes si vous voulez privilégier d'avancer en même temps que... L'idée étant qu'à multiplier la fréquence et le nombre de ces propositions, chacune minuscule, on solidifie, on catalyse, on accumule une matière textuelle qui, elle, nous détermine ses enjeux fictionnels, ses potentialités narratives, son rapport à la réalité et comment on en décolle. Et figurez-vous qu'à la 21e proposition, on a sacrément avancé sur ce chemin. C'est quelque chose d'un petit peu fou qui est en train de nous arriver à nous tous. En tout cas, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Pour ça que c'est pas du tout une charge de se lever le matin. Je suis à San Francisco, il y a le décalage de fuseau horaire, 9 heures avec la France, 3 heures avec le Québec, mais on a aussi Saigon, mais on a aussi Shanghai, puis d'autres, je fais pas trop l'enquête, mais on est plus de 130 à faire cet atelier en même temps. Tout ça, ça m'époustoufle. Donc, début de la série 20 à 30, dans ma tête, je l'intitule au pluriel intensité, au pluriel immersion. Avec dans l'idée, pour cette troisième séquence, de reparcourir comme de travers peut-être le décor qu'on a installé sur les 20 premières. Ça veut dire aussi que celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, vous pouvez très bien commencer là tout de suite avec nous et aller faire des flashbacks dans les précédentes. Pas du tout forcé d'essayer de rattraper, comme c'est quelque chose qui de toute façon n'a pas plus d'importance que ça. L'important c'est d'être plutôt ensemble sur le chantier en train de se faire. Ça vous va? Et je suis très heureux que chaque jour, une ou deux personnes de plus nous rejoignent, que leur texte soit en ligne, d'autres préfèrent que ça ne le soit pas. Et donc, l'idée pour ce cycle, on ne s'est pas beaucoup préoccupé jusqu'ici de la langue. Je me suis préoccupé dans le premier cycle de spatialisation, d'utiliser la spatialisation comme pour générer du récit, générer des renversements, des déboîtements, des ouvertures de récit par le rapport du regard au spatial. Dans le deuxième, on a travaillé beaucoup plus sur narratologie. Narrateur, opposition au narrateur, décalage par rapport à ce narrateur, projection dans... Alors si, maintenant, on allait questionner d'un petit peu plus près la langue, la hisser, la durcir, la lever, et puis on sera prêt pour bien d'autres aventures. Tout ça fait comme une sorte de constellation en avant. Et bien pour ce troisième cycle, je voudrais commencer par quelque chose que j'ai jamais fait littéralement, quelque chose même que j'aurais tendance à détester, des travaux pratiques. On y va. Je savais pas trop, dans mon idée, il fallait prendre une feuille, faire une petite fenêtre, gros comme un timbre-poste. J'ai cherché ce que je pouvais faire. J'ai même eu ma carte de téléphone ici avec la petite carte SIM débranchée, mais ça fait rien. Hier, j'ai reçu par Amazon, merci au passage à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ouais, il nous faut du matériel, et c'est la vidéo et tout ça. Qu'est-ce que ça bouffe comme connerie qui coûte cher. J'ai reçu ça directement ici. Ça se met sur mon monopode. Ici, on fixe l'appareil photo, mais on a un petit bouton qui permet de l'orienter à l'horizontale et puis un gros bouton qui permet de l'orienter en 3 dimensions. Ça veut dire que même avec mon petit monopode, je peux faire des travelling panoramique, régler un petit peu mon horizontalité, tout ça va bien me faciliter la vie.
je peux détacher ça, garder l'appareil photo comme ça, tout en balançant le monopode. Merci à vous qui me permettez d'énormes investissements comme ça. Quel rapport avec l'écriture, vous allez me dire? Bah aucun. Donc on enlève. Reste quoi? La boîte. Il y a quoi? En général, il y a toujours un petit mode d'emploi, mais je ne les lis jamais. Ah, les boîtes pleines de trous, la boîte. Là, par exemple, ça pourrait suffire. Vous voyez, j'ai 2 petites fentes et je pourrais me suffire pour l'exercice 21 de prendre ça. Qu'est-ce que vous avez juste dans votre environnement qui correspondrait comme ça à cette idée de fente derrière laquelle mettre les yeux pour bigler? Si la boîte, je la démonte, on peut même faire encore pire. C'est-à-dire, oui, pour l'instant, mes travaux pratiques, c'est pas trop difficile. Mais c'est ça que j'ai eu en tête. Si je prends cette boîte comme ça et que je regarde à travers, j'ai un outil optique fabuleux. Si je la retourne dans l'autre sens, je vois pareil, mais ça me met avec le front. Encore mieux, si je la mets comme ça me fait un masque, comme un masque de plongée. En tous les cas, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que je vois à travers mon outil optique ultra perfectionné? Je vois ce que me découpe ce cadre minimum. Petit break, bridge, comme disent les musiciens, pour ce décalage de rythme de tonalité qui vient au milieu d'un morceau. Discussion sur la proposition numéro 20. Vous savez, j'avais appelé ça « Sans nous » ou « Sans vous ». On prend ces lieux dans la ville, là où il n'y a pas de narrateur. Est-ce qu'on peut écrire sans narrateur qui nous représente dans ce lieu qui est central dans le récit qu'on est en train d'ébaucher? J'avais pensé bibliothèque vide, j'avais pensé musée, en pensant à L'équipe est malaise de Jean Echenoz, mais lui installe un narrateur, un sans-abri qui vient dormir la nuit clandestinement dans le musée. Il y a ça aussi chez H.P. Lovecraft. J'avais parlé de galerie commerciale, de station de métro vide. Et la discussion, elle s'est établie avec un des participants, Sébastien Bailly, de Rouen, qui a commencé dès la première mise en place. Sébastien disait « Tu nous emmènes dans le non-humain. Comment écrire sur du non-humain ?» Et moi, là, j'ai tiqué un petit peu. On a eu cette discussion sur le groupe Facebook. C'est aussi une première fois que ça m'arrive, ce miracle de groupe. Et Sébastien, je répondais, mais non, c'était au contraire distendre le narrateur, se séparer du narrateur, mais dans un lieu précisément où tout était chargé d'humain. Les livres d'une bibliothèque, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Est-ce que les livres d'une bibliothèque se débarrassent de l'humain parce qu'on n'est pas au milieu à les saisir? Chacun sait bien dans sa propre bibliothèque comment notre mémoire de ce qu'on a lu est attachée à ces objets matériels. Grande question pour nous qui travaillons la lecture numérique, ou ce qu'on nommait il y a encore quelques années, du temps qu'on y croyait, le livre numérique. Idem, s'il s'agit d'un musée, s'il s'agit d'une station de métro aux heures de fermeture. Et tout d'un coup, il m'a fait un petit peu sourire en même temps, Sébastien, parce que je me suis dit, mais merde, là, justement, pour la 21, l'ouverture du 3e cycle, et c'est précisément ce qu'on va faire du non-humain. Là, le narrateur, ça va être vous, mais je vais vous demander de vous séparer de votre intelligence, de vous séparer de tout savoir qui ne serait pas lié précisément à ce que vous voyez dans la toute petite lunette. Alors là-dessus, il y aurait plein d'autres choses à dire. La première chose à dire, c'est que après la 21, devinez ce qu'il y aura, la 22. Je voudrais que, même si la 22 est déjà en ligne au moment où vous regardez cette 21, que vous n'alliez pas regarder cette 22 que je me prépare à enregistrer, peut-être là juste après ou demain matin. S'il vous plaît, je vous le demande. Faites l'effort, de même façon que je vous demande de faire un petit truc de travail manuel. 2. La question de la table de travail. Une chambre, une fenêtre sur rue, un canapé où le personnage peut dormir, une table où ce même personnage peut écrire des lettres et tenir ses cahiers. Ça vous dit quelque chose? Oui. Franz Kafka, non seulement c'est le lieu où il vit et travaille, mais c'est le lieu qui, tel quel, est sans cesse figuré dans ses récits, de façon sérielle, récurrente. J'en parle ailleurs dans ces vidéos sur mon site.
Commencer par se décrire soi-même en train d'écrire des lettres à sa table de travail, eh bien, pour Franz Kafka, c'est déjà le début d'un récit, ou se réveiller, tout simplement. Là, il n'y a pas de table de travail, mais c'est le début du procès comme c'est le début de la métamorphose. Retenons la table de travail. Mon copain Kenneth Goldsmith. Et si la table de travail était le contexte actuel de l'écriture? Georges Perec, dans Pensée classée, inventaire des objets qui constituent ma table de travail. Eh oh, partez pas trop vite, je vous ai pas demandé de faire ça encore. Prenez l'Acacia de Claude Simon, livre magnifique, livre où on a juste à se laisser glisser dedans, comme les Géorgiques qui sont de la même période. Premier opus de cette série où on quitte l'expérience plus formaliste, héritée du nouveau roman, même si dans Histoire ou dans Triptyque, pour glisser à quelque chose qui est plus biographique, plus proche. Qu'est-ce qui fait Claude Simon à chaque fois? Il commence par dessiner sur sa page sa table de travail. Il y a le paquet de gauloises, il y a le cendrier, il y a la fenêtre et l'arbre qui est de l'autre côté de la fenêtre. Et bien ça y est, à mesure qu'on est en train de dessiner cette table, le sous-main, le cendrier, les gauloises, la fenêtre, l'arbre, on a glissé de la représentation graphique à l'écriture. Et le roman s'ouvre parce que l'écriture prend son propre flux, prend sa propre autonomie. Et là, nous, c'est ce qu'on cherche, cette autonomie. On cherche à comment le récit peut embrayer depuis cette accumulation arbitraire que vous faites en suivant avec gentillesse mes propositions. Comment cette masse critique va se constituer en fiction, mais pas une fiction fabriquée avec nos petites idées, avec nos petites intentions, une fiction qui lèvera de l'écriture même. Et pour nombre d'entre vous, ça y est déjà, à mesure simplement de l'accumulation, c'est facette après facette. Regardez, si vous êtes sur la page des propositions de cet atelier, là où vous êtes entré pour regarder ces vidéos, sur la gauche, vous avez marqué des Holloway. Je crois qu'on arrive à 50 Holloway mis en ligne. Qu'est-ce que c'est Holloway? C'est un mot inventé par Anne Savelli, qui me fait l'honneur de participer aussi à l'atelier. Elle avait fait un acronyme. Ou lire ou écrire. Holloway. Lieu où on lit et on écrit. Lieu qui, pour chacun, participe d'une affinité, d'une construction, d'une errance, mais c'est là où on s'installe dans... C'était ça, le petit pivot, le petit truc incroyable qu'avait généré Anne Savelli. Il n'y a pas des lieux de lecture, des lieux d'écriture, c'est les mêmes. Simplement, c'est jamais neutre. La pièce où on est bien pour le faire. C'est pour ça qu'il y a deux propositions, je crois que c'est dans la 19, je vous avais présenté cette petite pièce là où je les enregistre, ici, à San Francisco, où je ne mets pas les pieds. Sinon, on n'a pas besoin de cette espèce de chambre de secours, c'est juste ma chambre d'enregistrement. Alors c'est quoi ma proposition avec la petite lunette? Eh bien regardez-les, ces 48 Holloway. Regardez par exemple qu'à chaque fois, presque, il y a un ordinateur, un iPad ou un cahier. Très souvent, il y a des cartes géographiques. Je crois que c'est l'objet qui figurerait de façon la plus récurrente dans les 48 qui sont actuellement en ligne. Une carte géographique au mur, une carte géographique posée sur la table. Il y a des dictionnaires aussi pas mal. Il y a la couleur du bois de la table, que la table soit à l'extérieur, qu'elle soit à l'intérieur. Il y a les lumières de la fenêtre ou les lumières du ciel. Eh bien, ce que je voudrais avec mon petit truc, et là la proposition, l'important à chaque fois, vous le savez bien maintenant, c'est comment, ça c'est l'art qui pour moi, quelle réjouissance que l'atelier d'écriture. C'est emmener, c'est préparer, c'est fabriquer le terrain, disposer le territoire. Ensuite, il n'y a plus qu'un petit déclic. Le petit déclic, c'est quoi? Vous allez prendre votre petite lunette, quelle que soit votre petite lunette à voir, quelle que soit la taille de la petite fente à travers laquelle vous regardez. Et simplement, vous n'allez regarder que quelques centimètres carrés. Si c'est quelques centimètres carrés du coin du clavier d'ordinateur, il y aura un arrondi, il y aura 3 touches en plastique, il y aura l'usure du doigt sur les touches. Mais ça suffit, et c'est ça qu'on va dire. Et quand je vous demande de ne pas avoir d'intelligence, je vous demande de le décrire comme un tableau abstrait, un tableau de Malevich, par exemple. La touche, si vous ne regardez que cette touche d'ordinateur, que le cordon de votre iPad,
que le téléphone posé à côté sur la table, que la couleur du sous-main, que la poignée de fenêtre, que la carte, le détail de la carte géographique affichée au mur ou de la petite carte postale posée verticalement sur la tranche du dictionnaire qui est devant l'ordinateur, eh bien ça, vous en faites un tableau tout entier, un tableau fragmenté, un tableau énormément agrandi. Je vous demande surtout de ne pas faire des alinéas. Je vous demande de faire un seul bloc. Pensez à Claude Simon, pensez ce début de l'Acacia. Allez voir sur le site des éditions de Minuit, ouvrez l'Acacia, vous aurez forcément ce magnifique début du livre de Simon. Ce que je vous demande, c'est un gros bloc à la Claude Simon, où simplement vous enchâssez des suites de détails, non pas agrandis. Vous savez, on avait fait une proposition 5 que j'avais nommée B-roll, c'est-à-dire en vidéo, quand on prend un téléobjectif ou en tout cas un objectif de plus grande focale, et puis qu'on voit les détails agrandis. On est un petit peu dans cet esprit-là, mais beaucoup plus radical. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous allez découper avec votre petite fenêtre matérielle. Faites-le pour de vrai. Prenez une feuille de papier, déchirez dedans un petit trou gros comme le pouce. Et dans cette petite fenêtre, grosse comme le pouce, avec votre page A4, promenez-la sur, partout autour de votre table de travail. On a la table de travail, mais le narrateur est cassé parce que le narrateur est occulté par sa petite fenêtre où passe le pouce. Et là, je l'ai fait, mon trou. Je peux regarder comme ça. Et ça, vous allez le déplacer ici, vous allez le déplacer là, sur le coin de la table, sur le plancher que vous apercevez, sur le plafond, sur la fenêtre. Ça n'a pas de sens, ça donne un kaléidoscope, ça donne quelque chose de complètement incroyable parce que c'est juste des couleurs unies. Si vous dites par exemple ma petite fente, je cherche avec elle toutes les couleurs unies, sans aucun détail que je puisse apercevoir. On aura juste quelque chose de chromatique. Qu'est-ce que ça peut faire? Faites-le. Ou alors, faites le contraire. Je prends ma petite fente et je la passe à chaque petit micro-truc. Le bout d'un cordon USB, mon chargeur de téléphone, le vieux stylo qui traîne dans le pot à crayon. Mais chaque fois, si c'est pot à crayon avec des bics qui traînent dedans verticaux, vous aurez des cylindres, des transparences, des couleurs, une ellipse, et vous allez décrire l'ellipse. Vous allez décrire le rebord un petit peu plié ou corné du truc. Vous allez décrire le mordillement d'un stylo vu. Et ça, faites-le 30 fois, 40 fois. Bon, autant que vous pouvez faire en 20 minutes, mais c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Et ça va être un scandale par rapport à l'intelligence, c'est qu'il n'y aura aucun moyen, vous, de dire, et puis vous passez le truc un peu sur la droite, et puis vous relevez un peu, et puis vous voyez ci, puis vous voyez ça. Non, c'est chlang, 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 la vidéo finit comme ça. Chlang, 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 la vidéo va finir. Chlang, 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 ta, ta.